Donc, pour entendre le professeur Raphaël Gaillard, qui est professeur en psychiatrie à l'Université de Paris-Cité sur la santé morale et la psychiatrie en France. Cette audition, monsieur le professeur, formellement réalisée par la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, doit en fait être rattachée à la mission d'information en cours de notre commission sur l'état des lieux de la santé mentale en France depuis la crise sanitaire. Actuellement, cette mission est menée par nos collègues Jean Sol, Daniel Chassin et Céline Brulin. Monsieur le professeur, nous vous remercions évidemment encore une fois, et j'en suis moi très honoré, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous invite dans un premier temps à tenir un bref propos liminaire d'environ 10 minutes. Vous pourriez nous donner votre vision de la psychiatrie en France, spécialité qui est souvent perçue en difficulté, et qui l'est, je dois le dire par ailleurs, qui est délaissée par les étudiants en médecine, souvent perçue privée de moyens nécessaires et globalement en tension face à un besoin croissant de la population. La recherche et l'innovation dans le champ de la psychiatrie offrent-elles au moins des raisons d'espoir? Je pense que vous vous êtes beaucoup expliqué dans l'homme augmenté, mais vous allez nous l'expliquer directement ici en séance. Je vous laisse immédiatement la parole. Ensuite, nos collègues sénateurs de la mission vous poseront leurs questions et nos collègues sénateurs qui font partie de la mission mais qui ne sont pas de la mission d'information pourront également vous poser des questions. Je vous laisse la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honoré d'être votre invité aujourd'hui. Si vous m'accordez la possibilité de vous parler une quinzaine de minutes plutôt que 10 minutes pour ce propos liminaire, en essayant de décrire la situation actuelle et aussi les perspectives d'avenir. En positif et en négatif, j'essaierai d'être plus précis au gré de cette présentation liminaire. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que vous devez en avoir entendu de multiples, mais je rappelle que le coût de la santé mentale est majeur dans nos pays dits développés. Voilà là des données qui datent un peu, mais qui ont la fiabilité de celles de l'OCDE. Et qui montre que nous sommes toujours entre 3 à 4% du PIB. C'est à peu près la même chose dans les différents pays. La santé mentale coûte cher. Elle a un coût majeur pour nos sociétés industrialisées. Et pour cause, parce que ces troubles mentaux, c'est le terme consacré, nous en parlerons peut-être, sont extrêmement fréquents. J'en ai cité ici que 3. La schizophrénie, avec 1% de la population générale, les troubles bipolaires, 2%. La dépression, c'est 20% sur vie entière. Donc, une personne sur 5, au cours de sa vie, connaîtra un épisode dépressif caractérisé. Ça veut dire pas seulement du vague à l'âme et un moment de fléchissement, de blues, dit-on, dans le monde anglo-saxon, mais un état qui nécessite une prise en charge, pas forcément médicamenteuse, mais qui nécessite une prise en charge. Et vous savez que le suicide est une réalité puisqu'il nous prive d'1 million de personnes par an dans le monde et un peu plus de 9000 par an en France. Les chiffres clés de la psychiatrie française, cela date un peu, mais ça n'a pas beaucoup changé. C'est environ 2 millions de consultations par an, maintenant plutôt 450 000 hospitalisations, dont un quart sous contrainte. C'est 12 millions de Français concernés. Et puis le chiffre plus intéressant, ça n'est pas sa valeur brute, les 110 milliards d'euros que coûte la santé mentale par an, c'est plutôt sa répartition, en insistant sur le fait que ces coûts sont largement des coûts indirects. Ce ne sont pas des coûts de santé. Ce qui coûte cher, ça n'est pas le soin, c'est essentiellement la perte de force de travail. C'est ça l'essentiel du coût de la santé mentale. Ça n'est pas le soin, c'est-à-dire ça n'est pas l'hôpital, ça n'est pas les médicaments, ce ne sont pas les médicaments, c'est essentiellement la perte de force de travail, c'est le handicap en fait, ou en amont du handicap, l'arrêt maladie. Voilà ce qu'est le coût pour la société des troubles mentaux.
Une autre façon de le dire, et qui le représente de façon, je trouve, plus évidente, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette diapositive, je trouve que c'est un petit peu flou, en tout cas c'est moi qui ne vois pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. Vous voyez une inflexion sur toutes les courbes autour de 50 ans à peu près. Toutes ces courbes concernent en vert le cancer, en jaune un peu doré les maladies cardiovasculaires, et la courbe en rouge qui les domine toutes dès l'âge de 10 ans, ce sont les troubles mentaux. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est un indice de handicap, les DALIS, les jours de handicap. Et donc ce que vous constatez, c'est que jusqu'au grand âge, en fait, les troubles mentaux sont la principale source de handicap comparée aux autres maladies. Et donc, j'insiste pour vous redire, grande fréquence des troubles mentaux, coût indirect essentiellement, et coût indirect, effectivement, sur la force de travail, puisqu'il s'agit là des enfants, des adolescents et des personnes en âge de travailler, comme le représente très bien ce graphique. Alors, quand on constate cela, on s'interroge toujours sur la fréquence des troubles mentaux. Pourquoi c'est aussi fréquent? Pourquoi 1% de la population générale souffre de schizophrénie? Et aujourd'hui, notre réflexion prend le cours de ce que la science a pu nous montrer du point de vue des théories de l'évolution, et essentiellement des données, je vais en citer juste certaines là, très rapidement, qui comparent la façon dont notre cerveau traite l'information en comparaison de ce qui existe chez le primate non humain, c'est-à-dire chez le singe. Vous voyez à gauche ici un petit singe, à droite un bipède, nous, et nous mesurons l'information, le codage de l'information dans des régions similaires du cerveau. Et je vais vous expliquer ce qui figure. Ce que vous voyez à gauche, c'est que l'information, elle est codée de façon robuste. Vous voyez les petits tracés en bas à gauche, il y a une périodicité, et cette périodicité garantit la robustesse du signal. Le signal transporté entre des régions distantes du cerveau bénéficie d'une certaine robustesse. Ça veut dire que si vous faites sauter une partie de l'information, eh bien de toute façon elle est répétée, et donc vous pouvez considérer que l'information sera transmise. Si vous regardez le même signal de l'autre côté, chez nous-mêmes, les primates humains, eh bien vous constatez que ce signal est beaucoup plus désorganisé, il est beaucoup plus complexe. Et cette complexité, elle a évidemment un avantage colossal, c'est qu'elle permet de transporter plus d'informations. Le signal est plus informatif. Mais avec une conséquence, c'est que la moindre erreur de transmission change le signal. Sur ce petit schéma que vous voyez à droite en bas, ces petits bâtons là, qui sont comme les spikes, les décharges de neurones, si vous enlevez un seul bâton, vous changez complètement le signal transmis dans le cerveau. Si je prends une analogie, vous prenez une page d'un livre, vous regroupez tous les mots, vous supprimez une lettre, et puis vous séparez à nouveau les mots comme ils étaient organisés. Évidemment, ça ne veut plus rien dire. Donc, vous voyez, quand le signal a une certaine complexité, il suffit de décaler un tout petit peu les choses pour qu'on perde, en fait, le sens du signal. Et ce qui s'est passé dans l'évolution, c'est ça, c'est que nous sommes allés du côté de la complexité, du côté de la puissance de cet organe. Nous pourrions même dire que nous avons tout misé sur cet organe. Nous n'avons plus de griffes, de crocs, de fourrure. Nous avons tout misé sur le cerveau pour sa puissance, sa complexité, mais ça, c'est au prix de sa robustesse. C'est-à-dire que le signal devient fragile. Et il suffira d'un micro-décalage pour que le signal ne soit plus le bon. Et un micro-décalage, ça produit quoi? Je donne un exemple simple. Ça produit par exemple le fait que vous allez considérer que ce que produit votre cerveau, ça n'est pas votre cerveau, ça vient de l'extérieur. Et c'est exactement l'expérience d'une hallucination. C'est une production de votre cerveau, mais vous allez penser que quelqu'un vous a réellement parlé. C'est exactement l'expérience d'une hallucination. Et c'est un micro-décalage qui suffit pour que vous vous trompiez sur l'origine
de cette petite voix intérieure que nous avons tous, mais qui, du fait d'un petit décalage, devient hallucination auditive et fait donc l'un des symptômes majeurs de la schizophrénie. Je vais le dire de façon plus radicale, notre cerveau ne se supporte plus. Et c'est probablement l'explication la plus solide que nous avons aujourd'hui de cette fréquence invraisemblable des troubles mentaux, qui sont d'ailleurs aussi fréquents sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. Il y a quelques variations, mais où que vous alliez, où que vous irez, il y aura à peu près 1% des personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc c'est une caractéristique des êtres humains, et en fait c'est une caractéristique de l'Homo sapiens, cet être qui a tout misé sur son cerveau. Alors, je fais tout de suite un petit exercice de prospective. Qu'est-ce qui va se passer au futur ? Vous savez que le futur, c'est notamment l'augmentation de notre cerveau. Et je crois que dans votre exercice, c'est important aussi de prendre conscience de la réalité d'aujourd'hui, mais aussi d'anticiper le futur. Le futur, c'est la perspective de l'augmentation de notre cerveau par de nouvelles technologies. Et vous savez que c'est la revendication, par exemple, d'un Elon Musk avec Neuralink. Et je parlerai de ce type de technologie tout à l'heure. Et en amont d'Elon Musk, en amont de ce type de technologie, avec des implants intracérébraux, une interface cerveau-machine, en fait, vous savez que nous sommes déjà dans une logique d'hybridation, celle qui fait que nous sommes attachés aux petites machines dites intelligentes que nous avons tous dans nos poches. Et nous sommes donc déjà dans une situation d'augmentation. Et cette situation d'augmentation, il y a tout lieu de penser qu'elle va pousser la machine plus loin encore et donc s'accompagner d'une augmentation à venir de la fréquence des troubles mentaux. Vous suivez mon raisonnement. Notre cerveau ne se supporte plus et on va le pousser davantage encore par cette hybridation technologique. Est-ce qu'on a des indices de ça ? Il faudra en fait avoir des registres sur des dizaines et même des centaines d'années. Donc on n'a pas cette possibilité, mais on peut déjà dire qu'il se passe quelque chose. Si on prend juste les données françaises, Santé publique France, vous savez que la dépression a augmenté de 2 points avant le Covid dans la population générale, en tout cas chez les 18-75 ans. Et elle a augmenté encore de 3 points depuis, donc elle a augmenté de 5%, donc il se passe quelque chose. Et puis plus inquiétant, les jeunes sont très touchés, puisque là on est à 21% versus 11% en 2017, donc c'est quasiment un doublement de l'incidence de la dépression. Et vous savez que les études épidémiologiques chez les étudiants, qui sont menées notamment par les équipes excellentes d'épidémiologie de Bordeaux, Mélissa Macali, l'équipe de Tsourio, montrent que nos étudiants ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien. Nos jeunes ne vont pas bien. Et d'ailleurs, on peut remonter dans le temps. Nos adolescents ne vont pas bien. Et puis même une population qui, pour nous, était une population qui allait bien normalement, les préadolescents ne vont pas bien. Dans la doctrine, si je puis dire, de la psychiatrie, quand elle était d'essence psychanalytique, on appelait cette période la période de latence, les 8-12 ans, les préadolescents. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous savez qu'entre 8 et 12 ans, normalement, un enfant ne pose pas de problème. Il est un peu obsessionnel, s'intéresse à la façon dont il se situe dans le monde, avec l'histoire, la géographie, l'astronomie, mais il ne pose pas de problème. C'est avant l'adolescence. Et en fait, on voit maintenant ces préadolescents en souffrance arriver aux urgences. Donc il se passe quelque chose. Il y a plein d'explications possibles. Je fais partie de ceux qui pensent que notre hybridation technologique a déjà des effets et qu'il faut s'en préoccuper. Alors, je vous ai dit que c'est très, très fréquent. J'ai donné une explication. Maintenant, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi nous ne parlons pas des troubles mentaux ? Pourquoi ça reste un tabou ? Là, j'ai simplement projeter 2 illusions visuelles très simples, plutôt jolies, mais très simples. Alors, si vous n'êtes pas juste en face de l'écran, probablement ça ne marche pas. Mais si vous l'êtes, vous devez voir que la boule à droite a l'air de s'avancer inexorablement vers la droite. Et puis, à gauche, c'est comme si ça bougeait en permanence. Pourquoi vous ai-je montré cela ? C'est juste pour vous dire qu'en fait, notre cerveau nous joue des tours en permanence. Et au-delà d'une illusion visuelle, qu'est-ce que ça représente, les troubles mentaux ? Ça représente le fait que, alors qu'on a tout misé sur cet organe, eh bien, nous souffrons de cet organe. Et c'est, à mon avis, la blessure la plus puissante que connaissent
l'humanité, les êtres humains, le fait qu'ils doivent leur statut, celui de sapiens, à cet organe, et pour autant c'est par cet organe qu'ils peuvent dérailler, délirer, ne plus être les personnes qu'ils pensaient être. Et ça, je pense que c'est une blessure terrible, c'est une blessure telle que le tabou reviendra toujours. Voilà, je pense, l'explication, il y en a de multiples, la plus forte de ce tabou, c'est que c'est la blessure suprême pour l'homo sapiens que de souffrir de ce qui l'a conduit à ce statut de sapiens. Alors les choses changent, mais sur le fond, ça reviendra toujours. Elles changent puisque vous savez qu'outre-Atlantique, les choses ont bougé plus vite. Le talk show d'Oprah Winfrey, avec des interventions remarquables, celles y compris de la couronne d'Angleterre, des actrices très connues comme Catherine Zeta-Jones, une émission de télévisée sur France Télévisions il n'y a pas longtemps, l'intervention d'un journaliste qui rythme la vie de millions de Français tous les matins, Nicolas Demorand. Donc les choses peuvent bouger, mais je pense qu'inexorablement le tabou reviendra toujours et que c'est en fait œuvre de Sisyphe que de parler de santé mentale. Comment répondre à l'enjeu de santé mentale ? Alors, un point d'organisation des soins. Nous bénéficions en France d'un système qui ressemble à la carte scolaire, c'est la meilleure façon de le comprendre, qui est l'organisation du secteur. Il a un avantage colossal, c'est qu'il définit une obligation de soins sur un territoire, comme il y a une obligation de scolarisation sur un territoire. C'est-à-dire l'école ne peut pas refuser un enfant qui correspond par sa domiciliation à la carte scolaire. C'est la même chose pour les soins, et ça, c'est un avantage colossal parce que il n'est pas possible de faire la sourde oreille, il n'est pas possible de faire l'autruche, il n'est pas possible de refuser les patients puisqu'on est obligé de les soigner sur un territoire. Le pôle dont je suis responsable, à Sainte-Anne, reçoit 12 000 patients par an, pour une part adressés de toute la France, parce que ces patients nécessitent une prise en charge très spécialisée, mais aussi parce que nous avons la responsabilité des 250 000 habitants du 15e arrondissement très dense, très densément peuplé, comme vous le voyez sur cette photographie, et ça veut dire qu'on ne peut pas laisser les patients sans soins. Et tous les pays où ce système de quadrillage du territoire national n'existe pas ou a été supprimé voient le phénomène que vous voyez à droite flamber, c'est-à-dire des patients psychotiques SDF dans les parcs. Là, c'est une représentation nord-américaine, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Et il faut reconnaître au secteur cet exercice, cette puissance, cette solidarité imposée. L'obligation de soins, en fait, en psychiatrie, c'est avant tout celle des soignants pour les patients de ce territoire. C'est avant tout cela. Donc ça, c'est vertueux. Ça a aussi évidemment des inconvénients, comme la carte scolaire, c'est que se créent des systèmes qui sont hérités selon le territoire et qui ne bougent pas beaucoup, qui fonctionnent par héritage suivant ce territoire, et qui n'ont pas la dynamique que permet d'autres organisations sanitaires quand elles n'ont pas cette définition quasi cadastrale de l'exercice sur un territoire. Donc, un avantage colossal, quand on supprime le secteur, à mon avis, on abandonne les patients sous les ponts et dans les prisons. C'est déjà le cas, bien souvent, mais ce serait bien plus le cas, et l'expérience que nous en avons d'autres pays est affligeante de ce point de vue. Un inconvénient, c'est qu'évidemment, ça crée une forme d'immobilisme, puisqu'on est marqué par l'inscription dans le territoire, de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il en est de la recherche ? Alors, on vous aura probablement parlé de beaucoup de recherches qui sont des recherches pointues, de génétique par exemple, visant à définir de façon ultra précise tel ou tel type d'anomalie. Très honnêtement,
évidemment qu'il faut faire de la génétique en psychiatrie, évidemment qu'elle va progresser, mais aujourd'hui, elle ne change rien à la vie des patients, il faut le reconnaître aussi. Et les choses qui changent la vie des patients, c'est essentiellement les traitements. Et donc l'enjeu d'innovation, il est là. Je vous ai donné un exemple qui est français, mais il date beaucoup, parce qu'il a 70 ans. C'est l'invention du premier neuroleptique à Sainte-Anne, la chlorpromazine, le largectil. Il est inventé par ces deux psychiatres, Jean Delay et Pierre de Nicker. Et il va aboutir à quoi? Il va aboutir à ça. Ça, c'est la densité de lits pour 100 000 habitants. En fait, invention en 52, effondrement en 60 de la densité de lits par 100 000 habitants. En fait, vous voyez quoi? Vous voyez la transformation de l'asile en hôpital psychiatrique et l'hôpital psychiatrique en dispositif de soins en ambulatoire. On a été honnêtement trop loin dans cette démarche, de sorte qu'on finit par manquer de lits aujourd'hui. Mais quand on invente quelque chose qui change autant la vie des patients, eh bien, ça a une conséquence d'organisation sanitaire majeure. Il se trouve qu'aujourd'hui, je dois le dire, devant les sénateurs que vous êtes, il y a une réelle problématique d'accès aux médicaments en France. Alors, nous avons, avec quelques confrères, écrit une tribune dans Le Monde le mois dernier sur la pénurie des médicaments. Évidemment, elle touche toutes les disciplines, mais quand c'est une discipline qui affecte pour la dépression une personne sur 5 au cours de sa vie, en fait, ça n'est pas exactement comme toutes les autres disciplines. Et donc là, on est dans une situation où cette pénurie de médicaments, dont vous savez que les causes sont complexes, elle a un impact majeur sur la vie de nombreuses familles, de nombreuses entreprises et de nombreux individus, évidemment. Et donc, c'est une vraie problématique. Je crois qu'il faut vraiment se soucier de ce problème. Il y a aussi une problématique d'accès à l'innovation, et je vais vous le montrer juste par la question des antipsychotiques. Voilà une carte qui montre l'accès aux antipsychotiques de deuxième génération développés après 2005. Vous voyez qu'ils sont accessibles dans les pays voisins. J'en ai mis que certains. Il manque la Belgique qui a la plupart, par exemple, il y a d'autres pays, mais c'est les pays limitrophes. Et ils ne le sont pas en France. Sauf en Corse. Alors la Corse a été annexée dans cette carte, c'est intéressant, vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, de le pointer. J'espère que ça ne provoquera pas un incident diplomatique. La Corse est devenue italienne, diable, et dire que j'y serai dans 2 mois, je ne sais pas si j'y survivrai. Donc, modulo cette grave erreur diplomatique, vous voyez qu'il y a quand même un problème, c'est que des molécules sont commercialisées dans les pays voisins et ne le sont pas en France. Alors, on reviendra sur l'explication, mais je peux déjà dire que les patients souffrant de schizophrénie ne sont pas différents en Espagne de ce qu'ils sont en France. Et je ne pense pas que les autorités de régulation en Espagne soient psychotiques et donc commercialisent de façon aberrante des médicaments. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui d'accès à l'innovation, parce que, je peux vous le dire, moi j'ai des patients qui se fournissent leurs médicaments dans des pays voisins, et vous vous doutez bien que des patients qui peuvent se fournir leurs médicaments dans des pays voisins, ce n'est pas tous les patients, et donc c'est une franche rupture d'égalité, et donc ça n'est pas acceptable. Quelle autre recherche peut améliorer les choses? Je vais vous donner un exemple autour de la stimulation cérébrale profonde. Vous savez qu'on peut regarder comment fonctionne le cerveau maintenant, mais on peut aussi aller dans le cerveau. Alors j'ai dit tout à l'heure danger de l'hybridation technologique, mais voyons aussi ce que ça peut apporter. Je ne suis pas du tout technophobe, et je le dis toujours, je me méfie des technophobes, c'est les premiers à courir chez leur médecin demander la dernière technologie active quand ils sont malades. Donc je ne suis pas du tout technophobe, et l'homme que vous voyez en bas, c'est un Français qui est le professeur Alim Benhabib, qui a inventé la technique consistant à mettre des électrodes dans le cerveau. Et vous voyez ces électrodes, là, vous le voyez, on ne voit pas ma flèche, mais la deuxième case à partir de la droite, on voit mieux sur le scanner les électrodes qui descendent dans le cerveau et qui permettent de soigner de la maladie de Parkinson. Alors la maladie de Parkinson, voilà un patient qui a une maladie de Parkinson typique, dont vous imaginez bien qu'elle est très invalidante, avec ce tremblement qui le gêne au quotidien de façon majeure. Vous voyez aussi que son visage est hypomimique, ça veut dire qu'il perd l'expressivité de son visage, il perd même le clignement des yeux,
Et ce qu'il a dans le cerveau, c'est des électrodes. Et là, vous voyez le neurologue qui allume le dispositif. Il était éteint, donc il l'allume. C'est un peu comme un pacemaker, mais qui agit dans le cerveau. Donc il vient de l'allumer. Vous allez voir dans l'espace de quelques secondes, son tremblement s'arrêter. Non seulement son tremblement s'arrêter, mais vous allez voir le visage qui se recolore, qui s'anime, la motricité fine telle qu'elle est perturbée. Voilà, ça c'est une invention française qui a bénéficié aujourd'hui dans le monde à un peu plus de 150 000 patients. Donc ça n'est pas la panacée, hein. Attention, je n'ai pas du tout dit ça. Mais vous voyez bien que c'est quand même un progrès majeur. Et je ne vais pas détailler parce que je vois que j'ai pris trop de temps. Mais nous faisons la même chose dans la dépression. C'est plus complexe parce que la dépression, c'est plus complexe que la motricité. C'est les émotions. Donc c'est évidemment un autre champ, mais c'est ce que nous faisons. Nous avons créé à Sainte-Anne un institut de neuromodulation. D'autres équipes le font dans le monde. Ici d'ailleurs, c'est un papier d'une équipe de San Francisco, publié dans l'une des plus grandes revues de sciences, Nature Medicine. Et donc il est possible d'utiliser ces technologies pour soigner. Et je dirais d'ailleurs pas seulement pour soigner, mais pour mieux comprendre, parce que c'est un outil de compréhension du cerveau qui est absolument remarquable. Je conclurai sur le fait que ces technologies, il faut les accompagner pour qu'elles bénéficient aux patients. Justement, pas pour augmenter l'homme, ce qui est en fait l'enjeu d'Elon Musk, mais pour soigner les patients. Et il en est de même pour les psychédéliques. Les psychédéliques, vous savez qu'il y a un grand retour des psychédéliques et que les psychédéliques, ça a animé, vous voyez en haut à gauche, mais c'est un peu flou, un livre d'Henri Michaud, à droite Aldous Huxley, évidemment que ça a été toute une culture flower power des années 60-70, mais c'est aussi au milieu une publication dans le New England Journal of Medicine, c'est-à-dire la plus grande revue de médecine, comme étant très efficace dans la dépression. Et c'est très important d'accompagner ce développement pour qu'il ne soit pas débridé dans la population générale à visée récréative ou d'augmentation, comme ça peut être la tendance, comme ça a été le cas dans les années 60-70, c'est ce qui a conduit à leur interdiction, et comme ça peut être aujourd'hui le moyen de soigner. Ce d'autant, et j'insiste sur un point épistémologique, que c'est pour nous, psychiatres, l'occasion d'une réconciliation entre psychothérapie et pharmacothérapie, parce qu'en fait, quand on utilise des psychédéliques, c'est en quelque sorte une forme de psychothérapie augmentée par l'effet des psychédéliques, donc augmentée par la pharmacothérapie. Donc c'est vraiment une modalité de réconciliation de ces deux approches, et le potentiel thérapeutique est majeur. Voilà, c'était quelques mots d'introduction pour vous dire l'enjeu de santé mentale, l'explication probable à l'heure actuelle de cet enjeu majeur, le fait que cet enjeu va aller croissant, et qu'à mon avis c'est le risque systémique de nos sociétés pour le futur, le fait que dans notre organisation sanitaire, le secteur, c'est un outil clé et aussi quelque chose qui ralentit, c'est complexe, et le fait que la recherche, il faut se méfier des choses qui ont l'air séduisantes, mais qui ne bénéficient pas aux patients. Moi, mon exercice principal, même si je suis distrait aujourd'hui par d'autres univers, dont l'Académie française, c'est soigner les patients. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est avant tout d'innover pour mieux soigner. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vous invite à la suite de cet exposé de lire le livre aussi, L'homme augmenté. Je n'ai pas tout compris, il m'a fallu plusieurs fois. Enfin, je vous invite à le lire. Donc, je vais passer la parole d'abord à nos rapporteurs. Jean Sol, tu es le premier à prendre la parole. Merci, merci Président. Monsieur le professeur, merci pour ces éclairages-là qui sont passionnants. J'ai trois questions en ce qui me concerne à vous poser. La première portera sur l'image de la psychiatrie et des soins apportés aux troubles de santé mentale. Un des axes de la grande cause nationale est la déstigmatisation, notamment auprès du grand public. Pensez-vous que les choses vont dans le bon sens ? S'agissant du corps médical en lui-même, la psychiatrie souffre également d'un déficit de popularité. Avez-vous quelques recommandations à formuler afin de changer le regard des étudiants en médecine ou même des médecins généralistes ?
dont certains préfèrent ne pas trop se confronter à ces sujets qu'ils estiment trop complexes ou moins nobles. Et enfin, nous avons également été alertés dans le cadre de nos auditions sur l'accès aux soins dans les territoires, les nombreuses inégalités territoriales qui sont le plus touchées par un manque de psychiatres, mais aussi de pédopsychiatres. Et malgré la centralisation des études universitaires aujourd'hui, quels moyens pourrait-on déployer selon vous pour attirer, en tout cas rendre ces métiers un peu plus attractifs, attirer des jeunes psychiatres, mais aussi des infirmiers spécialisés en psychiatrie au niveau territorial? Merci. Comme vous voulez. Peut-être plus. Oui. Madame Brulin. Merci, Président. Merci, professeur. Merci, je réitère donc mes remerciements. Extrêmement intéressant et très parlant pour des gens ignares comme je peux l'être. On a auditionné plusieurs psychiatres, plusieurs de vos confrères, et notamment, on les a souvent questionnés sur les différents plans qui ont pu être mis en œuvre, feuilles de route, assises, etc. Et aujourd'hui, santé mentale, grande cause nationale, et beaucoup nous ont semblé assez désabusés sur l'effet réel et effectif et concret de tout cela. Et beaucoup nous ont dit qu'il y avait des annonces, mais que la concrétisation se faisait parfois attendre. Vous-même, vous aviez indiqué lors d'une audition que vous aviez fait devant la commission, enfin la délégation, pardon, à la prospective, que vous aviez obtenu des financements pour la création de l'Institut Neuromodulation. Est-ce que ces financements sont pérennes? Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous portez, d'autres organisations peut-être innovantes qui bénéficient de ces financements? Et enfin, ce que vous avez développé sur les risques, enfin, vous avez développé les deux aspects, à la fois les risques mais les atouts que peuvent présenter les nouvelles technologies. Et dans ce contexte, à quoi ressemblerait selon vous une politique de santé publique face justement à ces risques? Merci. Je suis là. Merci, monsieur le professeur, pour ce que vous venez de nous indiquer. Vous avez terminé en disant innover pour mieux soigner. C'est vrai que j'étais impressionné par la stimulation cérébrale profonde, puisque dans une maladie de Parkinson que j'avais jamais vu aussi grave, et d'un seul coup, on n'a plus de tremblement. Et aussi, vous nous dites que pour les antipsychotiques, on ne peut pas en avoir en France, donc ce que j'ignorais. Mais en fait, vous nous avez dit aussi que l'organisation des soins, ce qui était vertueux, c'était par secteur. Et donc ça, je voudrais vous poser une question là-dessus. Donc nos travaux, effectivement, mettent en valeur cela, la nécessité de renforcer les CMP et de développer des équipes mobiles permettant d'éviter les ruptures, puisque dans ce cas-là, les personnes qui, comme vous l'avez dit, ont des micro-décalages, c'est-à-dire des hallucinations, ils prennent plus les médicaments, et c'est plutôt quand ils viennent voir le médecin, ils disent que c'est le médecin qui est malade, mais pas eux. Donc pensez-vous donc que les financements sont trop ciblés sur l'innovation au détriment de certaines organisations comme les CMP qu'il faudrait au contraire renforcer? Et donc est-ce que le virage quel regard portez-vous sur le virage ambulatoire en psychiatrie? On pense que dans certains endroits, notamment où on a vu où c'était assez développé dans les Pyrénées orientales, où il y avait quand même beaucoup de succès. Et plus généralement, quel regard
portez-vous donc sur le virage ambulatoire? Quelles conditions pour qu'il soit bien réussi? Aller vers ne doit pas être développé prioritairement. Alors, les infirmières psychiatriques, on a arrêté de les former, mais on forme maintenant des IPA psy qui peuvent jouer un rôle quand même très très important dans les CMP. On sait que malheureusement les psychiatres et les pédopsychiatres, il y en a peu, et donc elles peuvent, ces pédopsies, renouveler des médicaments, et s'il y a un épisode aigu, appeler le psychiatre pour l'informer. Merci. Je vais répondre à l'ensemble des rapporteurs. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions, et si ce n'est pas le cas, je vous remercie de me tirer l'oreille. Alors sur la grande cause, mes amis lacaniens diraient que l'avantage d'une grande cause, c'est qu'on en cause. Ça a eu déjà ce mérite, ça a provoqué quelque chose. Maintenant, vous savez que nous avons eu l'impression que la grande cause s'était un peu essoufflée, très concrètement, parce qu'elle n'était plus portée par un Premier ministre qui la portait très personnellement. Vous le savez comme moi, il ne s'en était pas caché, et je ne suis pas sûr que l'actuel Premier ministre ait la même motivation. Qui plus est, il est confronté à une toute autre situation politique. Donc je crois que c'est difficile de tirer des conclusions sur la grande cause compte tenu de ce changement de paysage politique dans l'exécutif. Pour autant, Madame Bria, vous me demandez si je suis désabusé ou s'il faut être désabusé. Je pense que je vous l'ai dit. Moi, je suis convaincu que c'est cette œuvre de Sisyphe de toute façon. Donc, ça sera toujours de cette façon, des moments d'exposition, des moments d'avancement, et puis des grands moments de recul. Parce que dans le fond, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que ce dont nous parlons ne sera jamais anodin. Et ça n'est pas renoncer que dire cela. C'est dire que il n'y aura pas de grand soir. Et je ne crois pas au grand soir. Ça ne veut pas dire que certains jalons ne nous permettront pas d'éviter que la pierre redescende tout en bas de la pente, mais je ne crois pas qu'il y ait un grand soir dans le champ de la santé mentale et la psychiatrie, parce que structurellement, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, les troubles mentaux, c'est une blessure au cœur de ce qui nous définit en tant qu'être humain. Et donc cette blessure reviendra toujours à l'assaut. Donc moi non, puisque tous les jours je me lève pour soigner le plus souvent, faire de la recherche, enseigner. Non, je ne suis pas désabusé, et je sais que c'est fait de mouvements, d'avancées, de reflux, et qu'il faut tout faire quand ça peut avancer pour avancer suffisamment pour consolider des choses, en ne se trompant pas dans l'orientation. Par exemple, Monsieur Chassaing, vous évoquez la question du financement de l'innovation. Moi, je suis persuadé que le financement de l'innovation est crucial, mais dans le même temps, force est de constater que si dans les pays voisins, on a accès à des antipsychotiques, on a évidemment accès à des antipsychotiques en France, mais des antipsychotiques de nouvelle génération auxquels nous n'avons pas accès en France, on peut inventer des trucs très à la mode autour de nouvelles techniques génétiques ou autres. Si la base, c'est-à-dire le médicament, vous êtes médecin, nous n'y avons pas accès, on est loin du compte, en fait. Et donc, je partage votre souci. Il faut qu'en matière d'innovation, nous puissions nous assurer que ça puisse bénéficier aux patients. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un risque, et je l'entrevois aujourd'hui, à apporter des financements de recherche à des structures dont un jour on constaterait qu'elles ne bénéficient pas du tout aux patients, parce que ce jour-là,
on dirait on arrête. Et en fait, nous serions collectivement tous perdants. Et donc, je m'en méfie beaucoup. Et en la matière, d'ailleurs, je me méfie d'un divorce possible entre deux niveaux que seraient les structures de pointe universitaires, j'ai une identité d'universitaire, et la structure de fonctionnement de base, la structure socle, qui est la structure de secteur, parce que si ce divorce est consommé, eh bien, je suis absolument certain que les patients n'en bénéficieront pas. On fera des universitaires ultra pointus et des patients qui n'en bénéficient pas. Moi, je vous donne juste une expérience personnelle. J'ai fait mon post-doctorat en Angleterre, à l'université de Cambridge, où j'étais dans une université dont j'avais rêvé. Et pourtant, j'ai fréquenté des établissements rue d'Ulm, par exemple, qui sont des fleurons français, mais vraiment, l'université de Cambridge est absolument formidable. L'hôpital en face, Addenbrooke's, n'est pas un endroit où vous avez envie d'être soigné, et c'est l'hôpital qui est attenant, lié à l'université de Cambridge. Donc, c'est très facile, en fait, d'aboutir à un divorce entre des structures de pointe universitaire et des structures de soins. Et si nous faisons ça en santé mentale, je suis certain que nous aboutirons à une situation pire que celle dont nous venons. Donc moi, je suis extrêmement prudent quant au divorce avec la base. Je vais le dire comme ça. D'ailleurs, je me considère dans mes responsabilités territoriales comme à la base. Alors évidemment, ça n'est pas la Creuse, c'est Paris. Je mesure la chance que nous avons à certains égards, mais ça aussi toutes sortes d'inconvénients aussi, de contraintes, des patients différents, des migrants, d'autres risques, etc. Dans l'exercice parisien. Mais il faut cet exercice concret. Il faut faire attention de ce point de vue. Dans le même registre d'ailleurs, attention au virage tout ambulatoire. Je vous ai montré un schéma spectaculaire de réduction des lits. Nous avons quand même été trop loin. Et par exemple, je donne un exemple, celui des grandes villes. Nous savons aujourd'hui que la population des secteurs est une population beaucoup plus mobile. Avant, quelqu'un qui habitait un endroit n'en bougeait pas. Aujourd'hui, le taux de renouvellement dans une population est très important. Et s'ajoutent dans cette population des patients ultramobiles dont le nom même est celui de la migration, les migrants. Et c'est pas possible de soigner des personnes qui n'ont même pas de toit uniquement avec de l'ambulatoire. Il y a un moment, il faut bien un endroit où ils se trouvent et où ils ont un abri. Et donc, il ne faut pas aller trop loin dans l'ambulatoire. Je ne dis pas ça pour éviter la question des inégalités territoriales. Je crois que c'est un vrai sujet. Vous connaissez le débat actuel qui a été tranché ici dans un sens et peut-être dans un autre. Me semble-t-il, dans l'autre assemblée. Je pense que c'est toujours très compliqué de réguler l'installation des professionnels et de les orienter dans des territoires. C'est peut-être un peu davantage possible pour la psychiatrie, dans la mesure où son organisation publique, sous la forme de secteur, crée des dispositifs qui sont moins isolés que ceux qu'on peut rencontrer dans l'exercice libéral, typiquement, où on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'un homme seul ou une femme seule, puisque c'est essentiellement aujourd'hui des femmes, ne pourra pas faire grand-chose et même changera de métier plutôt qu'être à un endroit où on lui impose d'exercer. C'est un peu différent si c'est une équipe et si c'est donc l'identité du secteur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de possible au travers de cette identité de secteur. Décidément, je pense que le secteur, on ne peut pas faire l'impasse, même si vous aurez peut-être entendu ici certains de mes collègues dire que ça ralentit trop l'évolution. J'ai dit que ça avait cet inconvénient. En même temps, c'est un socle de protection qu'à mon avis, on ne peut pas éviter. Juste un point sur les antipsychotiques en France, auxquels nous n'avons pas accès, mais j'ai pris juste les antipsychotiques. En fait, pour le dire simplement, ça tient à une politique de l'évaluation et du prix en France
qui fait que le CEPS fait des évaluations qui sont en fait très sensibles à la question du coût potentiel pour la sécurité sociale, donc des évaluations qui tirent vers le bas, de telle sorte que le prix à venir du médicament commercialisé sera tellement bas que l'industriel renonce à commercialiser en France. C'est ça le mécanisme actuel. Et ça n'est pas qu'une question en psychiatrie, c'est en fait une question dans toutes les pathologies qui concernent un grand nombre de personnes. C'est la même chose pour les antidiabétiques, par exemple. Dès que ça concerne un grand nombre de personnes, il y a un effet volume. Et donc, il y a, je le comprends, une vraie crainte pour les dépenses de l'assurance maladie, donc une tendance à la constriction. Sauf que le résultat, c'est que les patients français ne bénéficient pas du médicament. Et moi, je pense que ça n'est pas tenable que de poursuivre cette logique. Sauf à considérer que les Espagnols, les Allemands, les Belges, même les Anglais, c'est pas des Européens aujourd'hui, sont complètement déraisonnables. Enfin, il y a à mon avis, il y a quelque chose, et je pense que vous auriez un proche souffrant de schizophrénie, vous ne comprendriez pas qu'il n'ait pas accès à tel traitement, qui n'est pas une révolution, mais qui apporte un bénéfice supplémentaire dont il est privé alors que son voisin en Italie n'en est pas privé. Vous m'avez posé la question de l'Institut de neuromodulation, de sa pérennité. Nous avons obtenu, vous avez rappelé que j'avais pu le dire lors d'une audition, un financement important dans le cadre des assises de 2021 de santé mentale et psychiatrie. Nous avons eu la chance de transformer l'essai dans la mesure où nous sommes pionniers dans plusieurs thérapeutiques et de fait bénéficiant à un certain nombre de patients, puisque nous sommes désormais le premier centre en nombre de patients, le premier centre européen en nombre de patients implantés, donc comme vous l'avez vu dans la technique, dans la maladie de Parkinson, mais dans des pathologies psychiatriques, notamment dans le trouble obsessionnel compulsif ou dans la dépression résistante. Donc les choses évoluent très bien, mais je n'ai pas la réponse à la question que vous me posez très concrètement de la pérennité de ce financement, puisque c'était un financement exceptionnel défini sur 5 années, et je ne maîtrise pas assez la question de la comptabilité hospitalière pour savoir quelle est la part qui est pérenne dans ce financement. Disons que j'évite de trop m'en inquiéter, mais je crois que votre question est une question pertinente. Sur les risques de ces technologies, j'ai pointé ce qu'elles peuvent apporter en thérapeutique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un vrai sujet en termes de risques, et qui pense que quand la Chine prend des décisions très autoritaires, comme elle l'a fait pendant l'été 2023, de restriction de l'accès à Internet pour les mineurs, eh bien, ça n'est pas une décision de démocrature pour contrôler sa jeunesse, c'est bien, comme elle l'a dit, pour des raisons de santé publique. Et je sais très bien que ces décisions peuvent toutes être contournées, y compris dans les foyers chinois, mais quand la puissance publique définit ce qu'est l'utilisation d'Internet en disant, par exemple, qu'un mineur n'a pas à l'utiliser entre 22h et 6h du matin, ou que son utilisation est au plus de 2 heures par jour, c'est-à-dire infiniment moins que celle de nos adolescents, c'est quand même donner un signal aux familles qui les oriente quant à leur propre utilisation. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous devrions prendre les devants quant à l'utilisation des nouvelles technologies, dont je redis qu'elles peuvent apporter énormément, dont je suis moi-même un de ceux qui veulent les promouvoir pour soigner, peut-être même pour enseigner parfois, mais en sachant y venir et en sachant s'en protéger. Et donc je pense que nous devrions avoir une vraie politique de prévention, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui est le cas sous d'autres climats. Pour ce qui est de l'image de la psychiatrie,
En fait, elle est le reflet du stigma, du tabou dont nous avons parlé. Aujourd'hui, il y a l'embryon de quelque chose qui change, c'est-à-dire que le ventre mou des internes choisissant la discipline, là je parle des médecins, reste celui d'internes qui ne sont pas très bien classés aux ECN, à l'équivalent de ce qu'on appelait l'internat. Mais apparaît dans cette répartition une forme bimodale, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes personnes très brillantes choisir la psychiatrie, c'est-à-dire ayant bien vu que c'est l'enjeu d'avenir, que c'est un enjeu de santé publique, que c'est passionnant et que c'est un enjeu de recherche qui va être absolument passionnant. Donc il y a quelque chose qui pointe et qui commence à apparaître quant au choix des futurs médecins. Je pense que tout ce que nous pouvons montrer des progrès des neurosciences et donc de la compréhension du fonctionnement du cerveau est susceptible de changer l'image que nous avons de la discipline. Je pense aussi dans le même temps qu'il faut, et vraiment dans le même temps, revendiquer ce que la psychiatrie a de profondément humaniste. La matière même de la psychiatrie, c'est le récit des patients. Et le récit des patients, c'est la trajectoire d'individus, c'est quelque chose qui a même une dimension littéraire. Et ce rapport au récit, ce rapport à la trajectoire singulière, ce rapport aux individus qui est au cœur, à mon avis, de la vocation des soignants. Je pense qu'il faut savoir le valoriser en psychiatrie en même temps que les sciences. En fait, être psychiatre, c'est être tout autant scientifique que littéraire. Et je pense que c'est une façon d'avancer pour valoriser. Il fut un temps où la psychiatrie, du côté littéraire, a été préemptée par la psychanalyse, et ça a été l'effet d'une sorte d'impérialisme de la psychanalyse. Je n'ai rien contre la psychanalyse, mais elle s'était organisée de façon trop dogmatique, et je crois que le reflux aujourd'hui a un effet aussi sur le choix de la psychiatrie. Mais il faut insister sur la beauté du métier dans son exercice, vraiment qui est la quintessence du soin. Et je pense que pour les infirmiers, il y a quelque chose de ça aussi. Alors, il y a l'éternelle question, faut-il avoir des infirmiers en psychiatrie, donc des formations spécialisées? Moi, je n'ai pas de doctrine sur la question précisément. Je crois plus au fait qu'il faut avoir davantage d'infirmiers en pratique avancée en psychiatrie, non pas parce que ça va résoudre les problèmes de démographie, ça j'y crois pas, mais parce que c'est une façon de valoriser la compétence en psychiatrie dans le champ de la profession infirmière. Dans le même temps, je me méfie de tout ce qui ghettoise, tout ce qui sépare la psychiatrie du reste de la médecine, parce que vous savez qu'il y a toujours un risque que nos patients ne soient pas dans le parcours de soins des autres patients, et ça aboutit au fait que nous pourrions avoir des infirmiers qui ne savent pas faire un prélèvement ou une perfusion, quand certains traitements aujourd'hui qui se développent nécessitent justement des perfusions, ou bien simplement des diagnostics pour lesquels vous savez que nos patients ont un retard diagnostique. Il y a le retard diagnostique des troubles psychiatriques, mais il y a le retard diagnostique des maladies somatiques. Le retard diagnostic d'une pathologie cardiovasculaire ou cancéreuse est malheureusement très grand. Donc je me méfie de la ghettoisation, la filiarisation. Ça a le mérite de définir des contingents, mais en fait, c'est toujours un signal qui est vécu négativement chez les professionnels, je trouve, et qui pourrait desservir les patients, parce que ça crée un système un peu ghettoisé. Donc je m'en méfie. Je crois avoir répondu à la grande cause et à Sisyphe, à l'image, aux inégalités territoriales. J'ai tenté l'Institut de neuromodulation, au risque des nouvelles technologies, aux antipsychotiques, l'organisation en secteur et au virage ambulatoire. Donc, je crois avoir répondu à vos questions, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ne vous inquiétez pas, ils n'hésiteront pas. Je voudrais, juste avant de donner la parole aux collègues, vous rassurer sur la sectorisation.
nous sommes dans l'ensemble tous très favorables à la sectorisation, et dans d'autres disciplines de la médecine, on est en train de réfléchir à la territorialisation. Donc, si on va vers la territorialisation des autres disciplines de la médecine, il n'y a aucune raison qu'on supprime la sectorisation en psychiatrie. Bien au contraire, c'est un exemple qu'on devrait suivre pour le reste des disciplines. Monsieur Hainaut. Merci, Président. Merci pour votre exposé. Je ne suis pas si la psychiatrie est passionnante, mais en tous les cas, vous êtes, vous, passionnant à écouter. Donc, merci déjà. Vous avez abordé la question assez grave pour nous, décideurs publics, parlementaires, et qu'on se pose pour la psychiatrie, mais au fond pour toutes les maladies, de la question de l'accès à l'innovation dans notre pays. Et pour le coup, ça nous oblige à nous poser un certain nombre de questions. Alors, vous l'avez abordé pour la schizophrénie, mais est-ce que ça concerne les autres maladies ? Moi, je pense très concrètement, j'ai un ami qui est touché par Parkinson ou une nièce qui est touchée par la bipolarité. Est-ce que ça concerne toutes les maladies ? Ça, c'est la première question. Est-ce que déjà, par rapport à cette réalité, il n'y a pas une forme d'embryon ou même un peu plus de début de médecine à plusieurs vitesses ? Et je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas des patients ou même des médecins qui peuvent être tentés d'aller regarder dans les pays voisins comment ça se passe ? Puisque ça va être, pour les gens qui ont quelques moyens, une tentation très forte. Et ça va être une tentation de plus en plus forte. Et donc, ça doit nous interroger, d'autant plus qu'on est un des pays qui dépensons le plus pour sa santé en termes de PIB. Alors, il y a quand même forcément une forme de déficit d'organisation, tout au moins. Et puis ensuite, sur le numérique, mais la question numérique, c'est un constat. Moi, j'ai un certain nombre d'enfants, 5, et sur une échelle d'âge assez large, de 33 à 12 ans. Et alors peut-être aussi c'est parce que je deviens un vieux père, hein, c'est possible aussi, il faut toujours balayer devant sa porte. Mais en tout état de cause, cette question de l'addiction au numérique, sur une échelle d'enfants entre 5 et 6 ans à chaque fois d'écart, mais c'est incroyable, la dépendance au numérique entre quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, mais qui l'utilise couramment, un peu comme nous d'ailleurs, et puis quelqu'un qui a 12 ans, où là, c'est une résistance de tous les instants pour ne pas faire pour que la conséquence ne soit pas dès qu'on rentre de l'école, d'aller là-dessus, de renoncer à autre chose. Et c'est-à-dire que là, vraiment, c'est vrai que la question de savoir si faut pas aider les parents à cette prise de conscience, mais déjà limité à 2 heures par jour, c'est une épreuve. Hein. Parce que la tentation des enfants par rapport à ce numérique sur les iPads, nous-mêmes, on l'utilise beaucoup. Il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont. Il suffit d'être dans l'hémicycle du Sénat pour voir combien, je veux dire, ça a changé. On serait dans l'hémicycle du Sénat il y a 30 ans, c'était radicalement différent. On l'a sur nos tables, dans nos poches, on fait 2 choses en même temps. Enfin, c'est un changement d'ailleurs anthropologique, presque. Mais en tout état de cause... voilà, je comprends. Mais comment les pouvoirs publics, sans être dans l'interdit, peuvent aider à cette prise de conscience qui crée aussi des différences sociales. Je vous remercie en tout cas. Merci Monsieur le Président pour cette invitation à cette audition et merci professeur pour votre présentation. Alors la première question, j'en ai 3, elle a été un peu posée par Monsieur Hainaut, mais je voulais savoir l'impact des consommations, des addictions au-delà des écrans, mais aussi des consommations de différentes drogues, souvent dont on connaît peu les compositions et qui ont un impact sur la santé mentale. Donc j'aurais voulu vous entendre sur cette augmentation finalement des troubles mentaux du fait des addictions aux drogues multiples. La deuxième question porte sur la problématique d'accès aux médicaments. Vous avez parlé de causes complexes. Alors,
moi, on est sollicités les uns les autres par des patients qui sont diagnostiqués bipolaires, souvent après des errances médicales très très longues, et qui ont trouvé une stabilité. Et aujourd'hui, elles sont angoissées de savoir qu'il y a cette pénurie de médicaments. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut les rassurer? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou nous préciser là-dessus? Ma troisième question portait, sur... alors, on sait qu'on a une difficulté d'accès aux soins, notamment sur les maladies, troubles de santé mentale, très peu de psychiatres, et on voit dans nos territoires se développer des pseudo-psychothérapeutes dont on ne sait pas comment ils sont formés, mais auxquels s'adressent finalement les patients. Ils font confiance, et moi j'ai des exemples très précis et multiples, donc ce n'est pas un cas isolé, de dérives, je dirais même jusqu'à des dérives sectaires, du fait au départ, soit d'une errance, mais aussi du fait d'un non-accès à des soins de qualité et garantis. Et puis, une dernière question, suite à votre commentaire de tout à l'heure concernant les études. Vous avez dit qu'il fallait aussi valoriser des profils plus humanistes, enfin je l'ai un peu compris comme ça. Ne pensez-vous pas que la sélection actuelle pour sélectionner nos futurs médecins n'est pas trop scientifique et ne prend pas assez en compte les questions de sciences humaines? Prendre un peu aussi ce qu'a dit Olivier Henno. Moi, je voudrais juste rebondir sur... vous avez dit, notre cerveau ne se supporte plus. Et notre cerveau ne se supporte plus quand on regarde la prédominance de la problématique de la santé mentale des jeunes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce lié à la société d'aujourd'hui avec, alors, comme c'est souvent rappelé, la faute des écrans, etc. Mais est-ce que c'est suffisant ? Une fois qu'on a dit qu'il y avait trop d'écrans, que nos adolescents étaient dans une forme d'isolement avec les écrans, est-ce que ça suffit à expliquer la problématique de la santé mentale? Est-ce que l'après-Covid suffit à expliquer cette problématique auprès des jeunes? Et est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont un cerveau... est-ce qu'on le sollicite trop justement avec ces moyens qui sont mis à leur disposition? Et puis la responsabilité de nous adultes aussi, pour leur permettre d'accéder, mais ça a déjà été dit, à toute l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Y a-t-il des remèdes pour que le cerveau... est-ce que c'est irréversible ou pas? Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même? J'essaie de regrouper. Alors, peut-être pour parler je vais essayer de regrouper sur la question d'abord de l'inégalité d'accès aux soins. Oui, de toute façon, il y a un vrai risque parce que la demande est colossale, elle est croissante et il y a un vrai problème de contraction de l'offre. Donc, c'est évident qu'il y a un vrai risque d'inégalité d'accès aux soins dans ce contexte, avec, je le disais, certains patients qui peuvent se procurer des traitements dans les pays étrangers, voire peut-être, vous l'évoquez, bénéficier de soins dans des pays étrangers, quand d'autres auront une sorte de panier de soins commun insuffisant, voire indigent dans certains cas, sur le territoire national. C'est une vraie question. Je pense que ça nourrit aussi
une attente pour des approches alternatives. Alors, c'est ce que vous avez évoqué avec les pseudo-psychothérapeutes. Ça a toujours été un problème, la régulation de l'exercice du métier psychothérapeute. Normalement, il y en a une aujourd'hui. Mais pour autant, tant qu'on ne se déclare pas psychothérapeute, mais ayant un autre exercice, coach par exemple, c'est l'appellation la plus ouverte, eh bien, ça donne accès à peu près tout. Reste l'exercice illégal de la médecine quand on prétend soigner des pathologies, mais sur la seul mode d'entrée du développement personnel, généralement, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, la Mivilude est censée être attentive à ces questions, mais c'est pas facile parce qu'il y a une attente du public. Il y a une vraie attente du public. Il y a d'ailleurs un tournant général du public, j'en ai pas parlé, et ça me permet de l'aborder, vers quelque chose d'alternatif. C'est pareil aussi pour les médicaments. Il y a une attente colossale du côté de la nutrition, des compléments alimentaires, qui est absolument colossale. Vous savez que l'ANSES a, le mois dernier, fait un rapport intéressant sur les compléments alimentaires, en rappelant que normalement, ils ne devraient être pris que sur conseil d'un médecin. Vous savez que c'est un marché colossal et nous avons tous, enfin pas tous, mais enfin moi en tout cas je l'ai rencontré, des patients qui ont eu des effets secondaires, y compris graves, avec des compléments alimentaires, parce que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour la santé. En plus c'est pas du tout contrôlé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis la ciguë de Socrate devait être bio, mais enfin ça lui a pas fait du bien. Donc c'est pas un argument pour moi. Je fais plus davantage confiance à un médicament contrôlé qu'à une substance que personne n'a contrôlée. Mais force est de constater qu'il y a une énorme demande et que dès qu'un hebdomadaire annonce un dossier spécial sur la psychonutrition, il sait qu'il en vendra 20% de plus. Donc il y a une attente colossale. Donc on a une demande croissante parce que la santé mentale, je le redis, vraiment un risque systémique pour notre société, moins d'une offre de soins qui s'appauvrit et en plus une évolution de la demande vers quelque chose d'alternatif qui nourrit les personnes qui peuvent en abuser. Sous la forme de panacée ou prétendue panacée ou psychothérapie ou prétendue psychothérapie, etc. Je pense que c'est très problématique. Je ne sais pas si on a tous les dispositifs pour cela. Je ne suis pas certain qu'on puisse y répondre bien. Est-ce que pour autant, dans le parcours médical, on peut changer les choses et des autres professionnels de santé? C'est pas très simple parce que il faut quand même attendre d'un psychiatre, par exemple, qu'il ait une culture générale scientifique qui lui permette d'exercer son métier de psychiatre. Probablement, on est allé un peu loin dans la sélection uniquement par les sciences, mais c'est pas forcément en renonçant complètement aux sciences. La problématique est plutôt de la sélection. Alors, il y a quand même une réforme qui a été, vous le savez, très critiquée récemment par la Cour des comptes, celle de la réforme de la première année en PASS-LAS, parce qu'elle crée déjà simplement une inégalité sur le territoire national. Donc, c'est la première des critiques de la Cour des comptes. Et puis, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle va donner. Mais ceci dit, dans l'idée qu'elle allait déjà vers la possibilité d'ouvrir davantage l'origine des étudiants. La version LAS, donc pas la PASS mais la LAS, permettait d'avoir, en ayant fait majoritairement autre chose que la médecine, l'accès aux études de médecine, donc chose de différent. Moi, j'ai, il y a fort longtemps, rendu pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'époque, qui était Valérie Pécresse, un rapport sur l'évolution des statuts universitaires. Et dans les quelques recommandations qui ont été suivies, il y avait l'ouverture des passerelles. C'était l'esquisse en fait de cela, mais ça avait été suivi parce que nous avions pu, enfin pas moi, mais l'équipe en charge, moi je n'étais que l'auteur du rapport, tripler le nombre de passerelliens, c'est-à-dire rejoignant les études de médecine, bien que n'étant pas passé
sous les fourches codines du numerus clausus. Donc il y a des choses qui évoluent. C'est pas très simple de définir le bon dosage, si je puis dire, parce que je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui soit davantage lié à une culture, je reprendrai le mot humaniste, ou peut-être, pour être plus précis, lié aux humanités, telles qu'on les définissait. Alors en plus, ma parole n'est plus libre désormais de ce point de vue, puisque je porte les couleurs de l'Académie française, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais si j'essaye de m'en abstraire, je pense qu'il faut aller de ce côté-là, tout en reconnaissant en même temps que le médecin doit avoir une culture scientifique de médecin. Donc c'est pas simple de définir le dosage pour que ce soit pertinent. Sur la question des autres drogues, il y a une pullulation en fait de ce qu'on appelle des nouveaux produits de synthèse. Donc vous savez qu'on est toujours en retard sur l'identification de ces produits de synthèse. Bien sûr qu'elles sont à l'origine d'une morbidité. Bien sûr que c'est un enjeu, mais ça ne peut pas être quelque chose qui explique l'augmentation actuelle des troubles mentaux, notamment dans la population des étudiants. On aurait pu se le dire, que ce soit une épidémie de consommation, de je ne sais quoi qui aboutisse à ça. Ça reste quand même des populations assez spécifiques, c'est des usagers de ces nouveaux produits de synthèse, de sorte qu'il y a une morbidité correspondante, c'est un vrai sujet, il faut s'en préoccuper, mais ça ne peut pas être l'explication de ce doublement de la fréquence de la dépression chez les 12-25 ans. Ça ne suffit pas. Donc c'est un sujet à part entière, mais ce n'est pas un sujet explicatif de la détérioration majeure de la santé mentale des étudiants. Enfin, je reviens donc à cette autre conduite addictive qui est celle du numérique. Et évidemment, étant moi-même le père de deux jeunes filles, je vois très bien de quoi vous parlez et de cette lutte quotidienne. Je pense que c'est très difficile et ça rejoint, et vous l'avez dit très justement, notre cerveau ne se supporte plus, c'est-à-dire intrinsèquement, l'évolution l'a poussé à un sur-régime. Notre cerveau, quand même, se rendre compte que c'est 2% de nos masses corporelles et ça consomme 20% de notre énergie. On a vraiment tout misé sur le cerveau. Et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres qualités à part ça. Mais ce sur-régime a un prix, et ce prix, et je dis, il est colossal, ce sont les troubles mentaux. Il se trouve que nous aggravons ce sur-régime par un système de sursollicitation qui est ce que j'appelle hybridation technologique aujourd'hui. Alors, je le dis tout de suite, si on veut une démonstration parfaite, au sens de la démonstration scientifique, de la nocivité, par exemple, de l'usage des écrans, et qu'on attend la démonstration parfaite, eh ben, en fait, on agira trop tard. Et donc, j'ai des collègues scientifiques qui sont des collègues, des collègues de grandes compétences qui maintiennent une sorte de position de recul en disant la démonstration n'est pas parfaite, il faudra une démonstration parfaite de la nocivité. Mais en fait, nous ne l'aurons jamais parce que la vraie démonstration consisterait, vous savez, en science, c'est comme ça, à faire un essai randomisé. Et un essai randomisé, qui oserait le faire en disant voilà une population qui a accès aux écrans, une population qui n'a pas accès aux écrans, et on mesure 10 ans, 20 ans après, d'abord le recul serait colossal, mais en plus qui oserait faire cela? Donc on n'aura pas cette mesure. D'ailleurs on ne l'a pas eu, il faut être honnête, pour des réformes de l'éducation comme la méthode globale. L'apprentissage de la méthode globale de la lecture, j'ai travaillé en neurosciences sur la lecture, ça n'était pas aberrant. Ça n'était pas aberrant. Et ça avait des vertus d'ailleurs dans l'accélération de l'apprentissage de la lecture. Sauf qu'on a constaté qu'on le payait par une dysorthographie beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'à ne pas décomposer le mot en B à bas par lettre, et ben cette reconnaissance globale des mots faisait qu'évidemment on devenait un peu aveugle à l'orthographe même des mots. On aurait pu s'en douter, mais on a mis du temps
à l'observer. Mais on n'a pas eu la démonstration parfaite. Donc on en est revenu, et on en est revenu sans avoir la démonstration parfaite. Moi, je pense qu'on en est à ce stade où il faut être capable d'identifier et de dire qu'il y a assez d'arguments. Le rapport sur les écrans, d'ailleurs, à la demande du président de la République, le dit clairement. Il y a assez d'arguments pour dire que nous devrions prendre des décisions qui auraient le mérite de dire pour l'ensemble de la population, quand bien même ces décisions peuvent être toutes contournées, ça n'est pas raisonnable que d'utiliser un écran à tel âge. Ça n'est pas raisonnable dans des écoles. Moi, mes filles fréquentent une école extrêmement favorisée. Je trouve que le numérique est beaucoup trop présent. L'iPad, en l'occurrence, est beaucoup trop présent. Mais si on ne donne pas le signal en tant que puissance publique, comment voulez-vous que des familles et même une école ultra favorisée puissent l'entendre? Donc moi, je pense que la puissance publique doit se le permettre. Et si elle ne le fait pas, nous ne réussirons pas. Un penseur qui s'appelle Haussmann avait résumé les choses en disant que nous avons des émotions paléolithiques, c'est-à-dire que notre cerveau a été affûté par l'évolution, mais en fait, il y a de ça des centaines de milliers d'années, il n'a pas tant évolué que ça, évidemment qu'il a évolué, donc des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. Et l'ensemble ne fait pas bon ménage. Et donc, moi, je pense que il est temps de prendre la mesure de ce que va entraîner cette hybridation technologique, non pour la condamner, mais pour se donner les moyens de s'y préparer. Comme on ne boit pas d'alcool avant 18 ans, il y a un jour, on y est arrivé quand même. Ça a mis du temps, mais un jour, on y est arrivé. Évidemment que des jeunes boivent de l'alcool. Mais si la loi dit les choses, c'est différent. Merci, monsieur. Oui, Émilienne. Excusez-moi. Excusez-moi, mes réponses sont longues. Non, mais c'est moi qui me réveille un petit peu tard. Juste pour 2-3 points. D'une part, pour répondre à ma collègue Annie par rapport à la pénurie de médicaments, on a fait ici au Sénat une grosse enquête sur la pénurie de médicaments, quel qu'il soit, pas uniquement en psychiatrique, mais effectivement dans le cas précis, enfin, j'allais dire, c'est aussi valable pour des anticancéreux, ça pose un vrai problème aux patients. Juste une petite remarque par rapport à la tendance dont vous parliez sur l'attrait des bio, etc. Ça enrichit quelqu'un, en tout cas. Et c'est certainement pour ça que ça ne nourrit certainement pas le patient qui prend ces petits compléments, mais ça enrichit quelqu'un. Non, ma question surtout, c'était... j'ai profité de la pause qu'on a eue au Sénat là, pour aller revoir un petit peu l'hôpital psychiatrique toulousain, puisque je suis toulousaine, qui a des grandes difficultés. Il y a eu une drame l'année dernière. Enfin bon, c'est une situation un peu difficile. Mais les psychiatres que j'ai rencontrés me disaient qu'ils sont... alors bon, effectivement, ça marche par secteur, etc. Ils sont quand même très inquiets du fait que les psychiatres libéraux en ville, sur Toulouse, ne font plus de la psychiatrie pour eux, ne font que la psychothérapie. C'est-à-dire que les médicaments, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, arrivent à l'hôpital des patients qui sont en décompensation, etc. Donc, est-ce que... Enfin, on parlait de la répartition des psychiatres, etc., sur les secteurs, mais cette difficulté entre, j'allais dire, l'institution, l'hôpital de secteur, les CMP, là on est bien cadré, mais sur les psychiatres de ville, on ne peut pas trop le cadrer. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve, en particulier chez des psychiatres spécialistes d'ados, il n'y en a pas beaucoup. Des pédopsychiatres, on sait, ils sont rares. Et on se retrouve devant des gamins ou devant des patients qui finissent, entre guillemets, à l'hôpital marchand, à un moment, en vraie urgence.
Et le drame qu'on a eu l'année dernière avec le suicide qui s'est produit après 10 jours d'attente, ou 9 jours pour être précise, d'attente dans le service d'urgence du CHU. C'est bien parce qu'il n'y a pas de réponse. Alors, je ne parle pas de la réponse. Elle va dire que je suis. Mais bon, de la psychiatrie, de cliniques de ville qui refusent les patients, voilà, qui ne prennent qu'un certain type de patients. Là, depuis le drame de l'année dernière, on a refait le projet de santé mentale du territoire et ils sont obligés de participer à la permanence des soins. Mais comment on peut faire pour éviter que ces patients qui consultent quand même, qui sont suivis, arrivent dans des états catastrophiques aux urgences ou dans le service de marchand, quoi, enfin de l'hôpital psychiatrique. Ils avaient une vraie angoisse, enfin une vraie difficulté, là, les psychiatres que j'ai rencontrés. Mais bien sûr, oui. Mais je pense que la situation toulousaine est assez exemplaire, en fait. Et d'ailleurs, elle montre aussi comment il faut faire attention au divorce entre les services de pointe universitaire et les services de secteur. Je pense que... parce que quand c'est acté, c'est très difficile de remonter la pente et d'avoir une réelle attractivité des services de base, de secteur qui ont la responsabilité territoriale. Et je pense que c'est pas une bonne chose, encore une fois. Et c'est un exemple, il y en a plein, où on voit bien que ce type de divorce entre une cavalerie légère des hospitaux universitaires. Je connais bien, moi j'ai présidé le CNU de psychiatrie, donc j'ai bien vu ces nominations et je les ai accompagnées, etc., et valorisées. Mais on finit par nommer des hospitaux universitaires qui sont nommés sur un dossier de recherche, plus tellement sur un dossier de soins, parfois sans même avoir réellement un exercice de soins. Et en fait, à mon avis, c'est suicidaire pour la discipline. Parce que la demande de soins est tellement colossale qu'on va avoir des individus qui seront des purs intellectuels face à la nécessité du terrain. Et donc je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Par ailleurs, ce en quoi c'est exemplaire aussi, c'est que au niveau socio-culturel d'un médecin, je crois que c'est pour tous les médecins, mais là je peux le dire pour un psychiatre, vous n'allez pas contraindre son exercice. Mais en fait, je pense qu'il y a un moment, au lieu de dire il n'y a qu'à Faucon, il faut quand même dire qu'il fera autre chose. Et la demande est telle, il sera pseudo-psychothérapeute, le marché existe, plutôt que d'aller exercer de façon contrainte, là où on lui demande d'exercer. Donc c'est une illusion à ce niveau socioculturel de penser qu'on peut réguler de façon autoritaire. Ça ne peut pas marcher. Par contre, je pense que sur la base d'une équipe, parce que ça c'est une dotation quand même qui fait qu'on n'arrive pas seul, c'est quand même vraiment différent. Encore une fois, arriver comme médecin généraliste ou ophtalmologue seul dans un territoire, je pense que c'est à peu près impossible que d'avoir une chance que la greffe prenne. L'être dans une culture d'équipe avec un dispositif dont on garantit l'effet groupe, c'est très différent. Et donc je pense qu'on a une chance de ce point de vue, même si ça va être difficile. Merci, monsieur le professeur. Tous nos collègues ne sont pas parisiens. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai encore une petite question à vous poser. Vous me demanderez de répondre par oui ou par non. Je vais essayer. Oui, mais vous allez pouvoir le faire sans problème. Est-il normal que des antipsychotiques puissent être prescrits par des médecins généralistes en première intention? Je savais que je vous ferais la tâche. Par la force des choses, il faut bien. Mais non, parce que je pense que la conduite, le fait de conduire à nouveau, etc. Je pense que le métier de médecin généraliste, c'est un métier extrêmement difficile. Savoir tout sur tout, c'est extrêmement difficile. S'orienter dans tout, c'est vraiment très difficile.
Initier un traitement antipsychotique, oui, ça doit être possible pour un médecin généraliste. Oui, ça doit être possible. Parce que sinon, c'est trop. Non, parce que sinon, si on attend forcément qu'il y ait la compétence du psychiatre, je pense qu'on pourrait perdre du temps. Mais c'est vrai que ça fait partie des exercices pour lesquels il faudra la compétence à un moment donné d'un psychiatre. Pardon ? Non. C'est bon pour tout le monde. En tout cas, merci. C'était très Merci pour votre Je vais attention. encore vous faire travailler un peu.